C'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV, un JT présenté par Hélène Chaplet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Regardez, le soleil est attendu tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures stationnaires, la minimale sera de 8 degrés et la maximale de 17 degrés. À la une, la campagne de vaccination contre la grippe et le Covid-19 vient de démarrer. Les personnes vulnérables sont invitées en priorité à se faire vacciner. 19 millions de Français sont concernés. L'ambition, c'est d'améliorer le taux de vaccination après une épidémie de grippe particulièrement sévère l'hiver dernier. Connaissez-vous le syndrome de la blouse blanche? Il génère chez les patients un stress supplémentaire et parfois une augmentation du rythme cardiaque. À l'hôpital pédiatrique Clocheville, pour rassurer les enfants, les blouses blanches ont été troquées contre des blouses colorées aux motifs joyeux. Une première en France que nous vous présenterons dans ce JT. Pérenniser la ligne SNCF Tourloche pour les 15 années qui viennent, c'est l'objectif des travaux de modernisation qui se déroulent depuis 2021. Aujourd'hui, un nouveau cap a été franchi avec le remplacement du tablier du viaduc ferroviaire d'Èvres-sur-Indre. Une opération minutieuse que nous avons suivie. Et puis dans notre séquence, on vous répond la question du soir, comment devenir arbitre de foot? On se posera la question avec Valentin Danso. Il est arbitre en National 3 de football et conseiller technique départemental en arbitrage. Mais d'abord, Hélène, cette information, 17 000, il s'agit du nombre de personnes décédées de la grippe l'hiver dernier. Et c'est 7 000 de plus que les années précédentes selon Santé publique France. Une surmortalité qui s'explique notamment par un relâchement de la vaccination. L'objectif de cette nouvelle campagne qui s'ouvre aujourd'hui, c'est donc d'augmenter la couverture vaccinale chez les plus de 65 ans. Exemple dans cette pharmacie de Vernoux-sur-Brenne avec Arnaud Potier. 2 doses valent mieux qu'une. Ce matin, Claude est venu se faire vacciner contre la grippe et le Covid. Un geste qu'il renouvelle tous les ans. Pour lui, se faire vacciner, c'est avant tout se protéger, mais aussi protéger les autres. Vaccination à faire, valait mieux la faire avant l'opération pour protéger justement au niveau de la grippe, au niveau du Covid, et puis de protéger les autres principalement en établissement chirurgical. Dans cette pharmacie, la première journée de campagne de vaccination est toujours synonyme d'affluence. Le plus dur, c'est avant tout de convaincre les personnes qui ne se déplacent pas tout de suite. L'année dernière, seulement 56% des personnes se sont fait vacciner dans notre région. Alors, les professionnels de santé mettent différentes stratégies en place pour inciter à la vaccination. C'est le côté pratique. Avant, on allait chez le médecin, on venait à la pharmacie chercher son vaccin et on allait voir une infirmière pour la vaccination. C'est vrai que ce schéma-là, il a été simplifié et ça va dans le bon sens. Là, ce matin, en 2 heures, les 3/4 des patients ont demandé aussi à avoir une dose de vaccination contre la Covid. Cette première phase s'adresse à une population sensible, comprenant les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou encore les femmes enceintes. Pourtant, au Conseil de l'Ordre des médecins, on constate une certaine lassitude face au vaccin. Il permet pourtant chaque année de sauver des vies. L'année dernière, avec un taux de vaccination plus faible, 17 000 personnes sont décédées de la grippe. Je crois qu'il faut déjà dire que, comme toute thérapeutique, c'est un rapport risque sur bénéfice. Le risque, il n'y en a pas. Enfin, les complications vaccinales, ça existe. Il y aura toujours des gens qui diront oui, mais j'ai fait la grippe après avoir été vacciné. Ok. Le risque, il n'est pas très important. Par contre, le bénéfice qu'on peut en tirer, il est majeur. C'est d'éviter 17 000 morts. L'objectif affiché cette année est d'atteindre au moins les 60% de vaccinés. Toutes les personnes concernées ont d'ores et déjà reçu un coupon pour se rendre chez leur médecin ou leur pharmacien. La vaccination ne prend que quelques minutes. Santé toujours, et à présent, on va vous parler d'un projet inédit en France. Une initiative pour réduire le syndrome de la blouse blanche. Ça se passe à l'hôpital Clocheville de Tours. Pour diminuer l'anxiété des enfants hospitalisés, les soignants ont eu l'idée de porter des blouses colorées avec des motifs joyeux. Ça paraît tout bête, mais ça permet de mieux mettre en confiance les petits patients. Plus d'explications avec Faustine Luneau. Rose taille 1. Ah ben voilà. Vert taille 2. Les soignants choisissent leur nouvelle blouse. Fini les tenues entièrement blanches, l'hôpital Clocheville mise désormais sur la couleur et les dessins pour faciliter le travail de ses équipes, souvent confrontées au syndrome de la blouse blanche. On a trouvé Denver.
Très sympa, il y a la jungle, il y a les petits poissons. Magnifique. En effet, les blouses blanches, ça pouvait créer de la peur chez ces petits. Voilà, on ouvrait la porte, dès qu'on arrivait, en fait, il se mettait à pleurer. Le fait d'avoir des couleurs, déjà, ça va nous donner une autre place, je pense, dans la prise en charge. Ça va être aussi un moyen de jeu et de distraction, puisqu'on va pouvoir jouer avec nos blouses pour distraire l'enfant, le parent, trouver un sujet de discussion. Améliorer la relation de soins, donc, en réduisant l'anxiété et l'angoisse des enfants qui viennent ici en consultation ou sont hospitalisés. Une initiative qui séduit aussi les parents. Je trouve que c'est super. C'est mettre de la couleur, que ce soit dans la vie des infirmières, parce que ça ne doit pas être facile tous les jours. Et pour les enfants, de la couleur dans un milieu hospitalier, je trouve que c'est toujours top. Donc moi, non, je trouve que c'est vraiment une super idée. Vraiment. Ces blouses multicolores et à motifs sont une première en France. L'idée est si novatrice qu'il aura fallu 3 ans de travail en recherche et développement pour les introduire dans le service. La direction des achats nous a dit mais ça n'existe pas, il y a des tenues colorées, unies, mais ce qu'on avait dans la tête, les blouses que vous voyez là, avec des couleurs différentes, des motifs différents, en fait elles n'existaient pas. Donc il y a eu toute une étape de création qu'il a fallu mettre en place. Sans oublier 6 à 8 mois de tests avec le fabricant et la blanchisserie de l'hôpital pour répondre aux normes et résister au lavage à haute température. Un processus long qui a pu être financé grâce au fonds de dotation du CHRU de Tours. Au total, plus de 2700 blouses ont été acquises pour les 550 soignants de l'hôpital Clocheville. Et d'autres établissements pédiatriques ailleurs en France entendent déjà faire de même. On a déjà d'autres hôpitaux qui vont être livrés. Là, d'ici quelques mois, on en a 2 et une dizaine d'hôpitaux en cours de projet. Une étude scientifique pilotée par le docteur Tardieu débute en même temps à Tours pour évaluer l'impact de ces blouses sur les patients et les soignants. Un mot de politique pour vous dire que le Premier ministre Sébastien Lecornu a aujourd'hui annoncé la suspension de la réforme des retraites, une décision qui devrait éviter la censure de son gouvernement. C'était la condition sine qua non exigée par les socialistes pour ne pas voter les motions de censure déposées par LFI ou le RN hier. Écoutez les explications de Laurent Baumel, député socialiste d'Indre-et-Loire. On ne censurera pas Sébastien Lecornu à cette étape, puisqu'il a effectivement prononcé ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il a annoncé une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites. Ce n'est pas une victoire pour le Parti socialiste, c'est d'abord une victoire pour 3,5 millions de Français. Et puis ensuite, on verra, on n'a pas pris d'engagement à voter le budget. Ce budget tel qu'il s'annonce n'est pas bon à nos yeux, il faudra qu'il soit très largement corrigé dans le sens du pouvoir d'achat, de la justice fiscale, de toutes nos autres demandes. Il faudra que le gouvernement, là aussi, fasse des compromis. Et on verra à la fin. Allez, coup de projecteur à présent sur un chantier d'envergure qui se déroule actuellement du côté d'Èvres-sur-Indre. Dans le cadre de la modernisation de la ligne SNCF entre Tours et Loches, le viaduc ferroviaire d'Èvres a dû être rénové. Un nouveau tablier a été installé ce mardi matin, une intervention qui a nécessité la présence d'une grue de 750 tonnes. Visite de ce chantier hors norme avec Lucas Chopin. C'est un véritable événement pour la commune d'Èvres-sur-Indre. Ce matin, une partie du nouveau viaduc ferroviaire y a été installée pour remplacer l'ouvrage Eiffel construit en 1878, un moment exceptionnel pour les acteurs du chantier. C'est un peu un événement dans la commune, d'ailleurs, on peut le voir. On a énormément d'administrés qui sont là aujourd'hui pour venir voir la pose de ce viaduc. On a très peu d'opérations de ce type-là sur le réseau. C'est quelque chose qu'on ne vit pas fréquemment. Et en tout cas, pour la commune qui est là, c'est sûr que la dernière fois, il y avait 150 ans. La prochaine fois, ce sera peut-être dans 150 ans également. On ne voit ça qu'une fois dans sa vie. Moi-même, en tant que chef de projet et maîtrise d'ouvrage, je ne reverrai pas le jour où il sera remplacé de nouveau. Il faut dire que ce chantier est particulièrement important. L'ouvrage pèsera au total 220 tonnes, dont 110 pour la partie installée ce matin. Pour la poser, il a fallu faire venir une grue de Belgique. Elle mesure 85 mètres de haut et pèse 750 tonnes. Pour installer cette grue de 750 tonnes, nous avons été obligés de renforcer la plateforme en mettant en œuvre des puits en béton de 80 cm de diamètre jusqu'à une quinzaine de mètres de profondeur. Et dessus, nous avons fait des dalles en ciment de près d'1 mètre d'épaisseur pour supporter les descentes de charge de la grosse grue. Quant à l'ancien viaduc Eiffel, il est pour le moment stocké non loin de là. Mais le maire d'Èvres-sur-Indre aimerait que la commune puisse en hériter et il a déjà une idée derrière la tête. C'est de pouvoir récupérer des éléments de ce viaduc pour pouvoir les assembler
pour en faire une halle de repos, puisqu'on est sur le circuit de l'Indre à vélo. Donc c'est pouvoir réutiliser ces éléments du pont et qui seront, je dirais, un témoignage de ce qui a été réalisé il y a plus de 150 ans. En ce qui concerne la modernisation de la ligne Tourloche, la fin des travaux est prévue pour 2026. Et puis rappelez-vous, nous vous avions parlé de cette bâtisse de Saint-Avertin, classée monument historique et mise en vente aux enchères, car ces 3 propriétaires, 3 sœurs, n'arrivaient pas à s'entendre. Le bien mis à prix à 650 000 € n'a finalement pas trouvé preneur aujourd'hui. Il a ensuite été proposé à 487 000 €, toujours en vain. Le manoir de la Sagerie n'a donc pas été vendu et doit être reproposé à une date ultérieure. Ce matin, 1 gramme d'or valait 115 €, un cours jamais atteint depuis les années 20. Le métal jaune à la cote, une valeur refuge en période de forte instabilité politique. Alors est-ce un bon investissement ou faut-il attendre que le cours redescende pour acheter un lagotin? On en parle avec notre invité du jour. Arnaud de Molan, bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc le gérant de l'agence Godot et Fils à Tours. Est-ce le bon moment d'acheter un lagotin, alors je ne vais même pas arriver à le dire, un lingotin, où le cours de l'or est trop haut et il faut finalement attendre? Je crois qu'il faut réfléchir différemment. L'or est une valeur refuge, une valeur de protection de son patrimoine. Et c'est sûr que c'est toujours mieux d'acheter avant, quand on sait que le cours est plus bas. Je crois que l'or a encore de belles évolutions à venir, donc je ne crois pas qu'il soit trop tard. Par rapport à mon livret A, qui me rapporte aujourd'hui 1,7%, combien ça peut me rapporter aujourd'hui d'investir dans l'or? Si par exemple j'en avais acheté en début d'année, j'aurais fait quelle plus-value? À aujourd'hui, le cours de l'or a progressé de près de 40% en euros. L'année n'est pas finie. C'est phénoménal, non? C'est énorme, effectivement. L'année dernière, on était plutôt sur une progression de plus de 20% sur l'année. Après, le cours peut corriger dans l'année, donc on est aujourd'hui à ces niveaux-là. Il peut reperdre un peu, mais encore une fois... Mais on n'a jamais vu de crack, j'allais dire, du cours de l'or. Ça ne s'est jamais vu encore. Ça ne fait que monter, quand ça redescend un petit peu. Alors, des cracks, comme on a des cracks boursiers, non, pas aussi violents. L'or est une matière qui évolue quand même de manière assez linéaire et souple. Après, au moment de la crise financière de 2008... le cours de l'or a connu une baisse de plus de 20%, qui l'a largement rattrapé depuis, évidemment. Alors vous êtes venu avec une petite valisette à vos côtés. Rassurez-moi, si moi j'ai envie d'investir dans l'or à partir de... J'ai pas besoin d'être millionnaire, à partir de combien je peux investir dans un lingotin? Alors, le plus petit lingot, alors je ne l'ai pas là, il est tellement petit qu'on ne le fait pas, il fait 1 gramme. Le plus petit que je vous ai apporté, il fait 10 grammes, c'est ce format-là. Voilà. C'est ce format-là, voilà. Il fait 10 grammes. Et ça, combien je dois mettre pour avoir 10 grammes d'or? Ça, aujourd'hui, c'est environ 1 300 €. Ah, ok. Quel est le mieux? Est-ce que c'est de le conserver chez soi et de bien le cacher ou de le mettre en banque? Alors, c'est très psychologique et chacun ressentira les choses en fonction de sa sensibilité. L'avantage de la banque, c'est que les vols au sein des banques aujourd'hui ne sont plus vraiment des sujets d'actualité, donc c'est une vraie sécurité. Après, ce que je rappelle souvent à mes clients, c'est qu'un cambriolage en France, c'est 7 minutes en moyenne. Donc il faut être capable de le cacher de telle sorte qu'en 7 minutes, on ne puisse pas le trouver. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes débordé dans votre boutique à Tours, puisque justement, le cours n'a jamais été aussi haut? Alors effectivement, l'activité est assez chargée en ce moment du fait de cette augmentation du cours et de l'attractivité. On vient vendre ou on vient acheter? On vient vendre son or ou acheter, j'allais dire, un petit lingot? Vous avez évidemment beaucoup de personnes qui viennent vendre, qui profitent du cours très élevé, mais vous avez aussi encore des gens, comme je disais, qui se disent « je ne veux pas louper le wagon, le train de l'évolution de l'or » et qui viennent encore placer leur argent dans l'or, parce qu'effectivement, un livret A à 1,7% face à l'or, ça ne fait pas tellement le message est enregistré. Après, nos téléspectateurs feront le choix de venir vous voir ou pas. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos explications.
La musique adoucit les mœurs, une expression populaire qui s'applique tout à fait, Hélène, au reportage qui va suivre. Lundi matin, un duo de musiciens classiques s'est produit face à une soixantaine d'enfants en situation de handicap à Ballon-Miré, fruit d'une collaboration entre l'association Magie à l'hôpital et le festival Concert d'automne. Ce concert avait pour but d'offrir une parenthèse de joie aux jeunes, un événement qui semble avoir porté ses fruits, regardez. Leur rencontre a tout de magique. L'association Tourangelle Magie à l'hôpital et le festival Concert d'automne ont uni leurs forces pour proposer une parenthèse musicale dans le quotidien de jeunes en situation de handicap. Ce matin, ils étaient une soixantaine à applaudir ce duo composé d'une soprano et d'un luthiste au dispositif d'accompagnement médico-éducatif Charlemagne de Ballon-Miré. Un moment d'émotion pour les musiciens Jeanne et Diego. À chaque fois, ce sont des moments de partage très forts et très intenses. Et là, à l'instant, avec Jeanne, en sortant de cette petite matinée, on se faisait déjà la réflexion avec Jeanne de combien on a trouvé de la joie chez eux et combien, malgré les handicaps et malgré les difficultés, qu'elles soient mentales ou physiques, il s'est dégagé vraiment quelque chose de très positif et de très beau. Un public cœur de cible des actions de Magie à l'hôpital. L'association souhaitait en effet apporter un peu de joie aux enfants qui ont d'ailleurs tous profité de cadeaux magiques et le moment semble avoir fait mouche. Visiblement ça a très bien fonctionné, donc on est ravis, les enfants sont ravis, les éducatrices aussi, donc voilà. C'est gagné à partir du moment où on voit tous ces sourires sur les visages. Ils étaient particulièrement attentifs et puis voilà, les éducatrices l'ont d'ailleurs signalé, donc apparemment donc le moment a été apprécié, donc un moment très, très chouette. Pour l'association, la musique est un outil universel et idéal pour communiquer et communier. Le lien avec les concerts d'automne était donc évident. Lors de l'édition 2025 du festival, débutée le 10 octobre dernier, près d'une quarantaine d'actions du genre sont d'ailleurs prévues. C'est le sens de ce programme qu'on a lancé, qui s'appelle Tutti, qu'on a lancé en 2021, pour tous ces publics-là. Des publics qu'on appelle empêchés, le mot il n'est pas forcément extrêmement joli. C'est un public voilà, qui est coupé de la réalité de la musique et donc c'est à la musique d'aller vers ces nouveaux spectateurs. Le festival Concert d'automne prendra fin ce 19 octobre. Allez, place à notre rubrique On vous répond pour terminer ce journal avec notre invité Valentin Danso, arbitre en National 3 de foot et conseiller technique départemental en arbitrage pour répondre à cette question, comment devenir arbitre de foot. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. À partir Merci. de quel âge justement on peut devenir arbitre de foot? Alors on peut devenir arbitre de foot à partir de l'âge de 13 ans. De 13 ans, c'est l'âge minimum et l'âge légal pour être arbitre de football. On n'arbitre pas des adultes à 13 ans? Non, pas du tout. Oui. Non. Mineur, arbitre des mineurs. Il y a des formations évidemment pour devenir arbitre sur le terrain dès 13 ans et pour les plus âgés. Tout à fait. Les formations, ils peuvent se faire en 2 formats, notamment en 2 jours, alors 3 jours consécutifs ou alors 3 samedis de suite durant la saison sportive. Donc cette formation qui est assez courte en soi, et ensuite on peut déjà être apte du coup à arbitrer des matchs? Tout à fait. Une fois validé, la commission de l'arbitrage met en place un système de tutorat où chaque stagiaire aura un tuteur et des observations pendant la saison 2025-2026, en l'occurrence celle-ci. Puis après, la commission de l'arbitrage décide et fait un bilan pour savoir s'il est apte à être arbitre officiel de son district. Et après, on peut devenir arbitre officiel et puis évoluer justement jusqu'à devenir un grand arbitre international? Bien évidemment, plusieurs. Voilà, on peut très bien évoluer. On a l'évolution district, ligue et après le monde fédéral et international. Il y a des avantages à devenir arbitre aujourd'hui, j'imagine, sur les valeurs qu'on diffuse aussi? Alors tout à fait, on a plusieurs avantages, une multitude d'avantages. Déjà, on reste au cœur du jeu, ça c'est vraiment un avantage qu'on peut avoir. On a également des indemnités par match, suivant le niveau. C'est combien par exemple sur Alors c'est suivant le niveau, un arbitre de district qui va être entre 40 et 50 euros par week-end, donc pour un jeune, ça peut être très bien. Ça peut être très bien. Donc voilà, plusieurs avantages pour être un arbitre officiel. Vous en cherchez aujourd'hui des arbitres? Il y a un vrai manque sur le territoire, on en parle assez régulièrement Est-ce que c'est une demande spécifique aujourd'hui? C'est une grosse demande, c'est une très grosse demande. C'est une très grosse demande, on en manque, alors on en recrute et on a du mal à fidéliser nos arbitres. Et c'est surtout là où on va beaucoup travailler. Et on fait passer le message ce soir. Est-ce qu'il y a des qualités essentielles, on va finir là-dessus, à avoir justement pour devenir arbitre? Alors, qualité essentielle, une bonne condition physique. Ça, c'est Hélène, nickel. Connaissance des règles.
Ça, c'est très bien. Et la capacité à se remettre en question. Parce qu'un bon arbitre analyse ses matchs et pour progresser, et du coup, il se remet en question sur chaque match. Voilà, l'humilité fait partie du métier. Si on veut s'inscrire à ces formations, devenir arbitre, c'est directement la Fédération française de foot? Non, pas spécialement. Contactez le district, uniquement le district d'Indre-et-Loire. On a une personne qui est en charge de l'administratif qui s'appelle Maria, qui fait un travail très conséquent. Et après, elle me passe le relais et voilà, moi j'explique les différentes étapes pour passer à l'arbitrage. Eh ben, le message est passé. Merci beaucoup Valentin Merci à vous. d'être venu sur le plateau. Voilà, si vous souhaitez devenir arbitre, toutes les informations auprès du district de notre département. Merci Hélène. Merci, C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite des programmes et nous on se donne rendez-vous demain après avoir revu les règles du foot peut-être. Je connais par cœur. Tout On va va voir bien. ça. Très bonne soirée à vous, à demain.